La psychiatrie a toujours été source de fantasmes. Notre imaginaire collectif est plein de ces fous, inquiétants, terrifiants, parfois violents, que l'on enferme dans des asiles pour mieux nous protéger du danger qui semble inhérent à leur folie. Pourtant, la réalité de la maladie mentale et de sa prise en charge est bien différente de ces représentations caricaturales. Hier comme aujourd'hui, derrière les portes des hôpitaux psychiatriques ou sous les diagnostics, se cachent des hommes et des femmes comme les autres, en rupture, en difficulté ou simplement en souffrance. Cette histoire ordinaire de la folie, c'est celle que nous racontent les archives de la psychiatrie. Les archives psychiatriques sont, nous l'avons vu, des sources inestimables pour écrire l'histoire de la prise en charge de la maladie mentale. Pourtant, elles font face aujourd'hui à un certain nombre de défis qui mettent en danger leur avenir et en question leur pérennité. En effet, parce qu'elles sont encore souvent conservées au sein même des hôpitaux qui les ont produites et qui en restent dès leurs propriétaires, elles peuvent être soumises à des politiques de gestion qui conduisent à leur pure et simple destruction, du fait du manque de place, d'intérêt ou plus souvent d'argent. C'est ce que précise le docteur Prudhomme de l'Institut de recherche de l'hôpital Montfort. La raison de l'épuration est purement une raison financière. Ça coûte à l'hôpital entre 150 000 et 200 000 par année pour préserver les dossiers aux archives. Et aussi, à chaque fois qu'on demande un dossier, puisqu'ils ne sont pas conservés sur place, sont mis en storage, et donc on doit les faire venir lorsqu'on doit les consulter. Donc, ça augmente les coûts pour l'hôpital. Et dans des situations de crise financière, évidemment, les services qui sont perçus comme étant le moins utiles sur le plan clinique immédiat, bien, sont beaucoup plus à risque de se faire réduire et donc de prendre des décisions qui pourraient affecter la conservation d'informations excessivement importantes, là, en particulier pour les chercheurs, mais pas nécessairement pour les chercheurs, parce que ces études-là avec les archives informent la pratique clinique et donc pourraient priver le milieu de la santé à de l'information très pertinente et critique. Dès lors, la question de la conservation et de la sauvegarde des archives de la psychiatrie est aujourd'hui centrale. Christine Bolduc, ancienne archiviste de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, exprime son inquiétude quant à la sauvegarde des quelques 300 000 dossiers de patients conservés dans les archives de cette institution. L'OIH a un énorme salle. C'est ça qui sauve les archives. La détermination qu'on est un centre de recherche, qu'on veut avoir accès à tous ces dossiers-là, et on a la place puis on ne paye pas du storage extérieur. Ça a sauvé les archives. Mais si un jour ils décident qu'ils veulent ce local-là pour d'autres choses, je sais pas, tu sais, c'est sûr que, évidemment, moi, je suis gardée, je suis un archiviste, mais j'ai peur. Ben, je me dis, peut-être on va les perdre un jour. Pas les registres. Les registres, ça, c'est sacré, c'est encadré dans la loi. Fait que les registres, on ne les perdra pas. Et le dossier lui-même, on peut. Une fois que tu prends les résumés, tu peux te défaire du restant du dossier. Mais j'espère pas. L'historienne Sandra Harrison s'attriste également de ces politiques de destruction des archives. Présentement, ils ont commencé à l'hôpital Montfort et dans d'autres hôpitaux à détruire les dossiers patients parce qu'elles prennent trop de place pour les archiver parce que ça coûte trop cher. Et ils sont à les détruire tout simplement. Alors, si après 5 ans, le patient n'est pas retourné à l'hôpital, il tombe inactif puis on les détruit, de savoir qu'on les détruit sans garder aucune trace, ça, je trouve ça désolant. Désolant de perdre. Parce que là, nous, on étudie en psychiatrie, on aurait pu étudier dans n'importe quel autre département, puis là, on n'aura pas accès aux autres départements, on n'aura pas accès aux autres histoires, on n'aura pas accès à rien d'autre. On m'a promis, et ça, entre guillemets, de garder les 216 dossiers que j'avais choisis, mais c'est entre guillemets parce qu'ils peuvent très bien disparaître si un responsable des archives change ou quoi que ce soit, ou par mégarde. Alors, comment on peut faire pour garder ces dossiers présents, les numériser, mais ça aussi, c'est des coûts phénoménaux, là. C'est pas tous les hôpitaux qui vont vouloir avoir accès à la numérisation. Puis c'est pas dans tous les hôpitaux qu'il y a des chercheurs qui sont prêts à investir du temps et de l'argent avec leurs assistants de recherche pour numériser quelques dossiers aussi. Donc, il va y avoir des grandes pertes.
Et donc, à Montfort, ils ont choisi de ne plus garder les nouveaux dossiers au bout de 5 ans, mais est-ce qu'ils détruisent les anciens aussi? Ils vont tout détruire. Ah, ils vont tout détruire. Ils vont tout détruire. Puis, les nouvelles versions de dossiers, maintenant, c'est numérisé. Alors, il n'y aura plus de papier. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Pour Vert Le Massin, la conservation des archives s'impose surtout pour permettre aux historiens et historiennes du futur de réinterroger ces matériaux avec leur propre regard et leurs propres questionnements. Est-ce que c'est important de conserver les archives psychiatriques même si on les a déjà étudiées? C'est absolument essentiel parce que les historiens, leurs questions évoluent et on a besoin de garder des traces parce que dans 100 ans, on va lire les archives autrement. Je pensais à ça parce que certaines institutions psychiatriques se disent on va demander à un historien de travailler sur nos archives. Cet historien va produire un livre. On a eu une situation comme ça en Belgique. Et puis après, on pourra se débarrasser des archives, les brûler ou les mettre dans des déchiqueteurs. Là. Comme ça, on fera de la place. Et de toute façon, vu qu'elles auront été étudiées, on n'en a plus besoin. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme... Enfin, pour nous, historiens, c'est tout à fait... c'est un drame pour nous parce qu'on sait que... tout le monde va étudier les archives de manière différente et que dans le futur, on aura encore besoin de comprendre ce qui s'est passé au XIXe siècle, par exemple. Elle est néanmoins très consciente de la diversité des enjeux et des différentes contraintes qui pèsent sur les archives. On a une sensibilité très forte sur ces questions parce qu'on est historien. Inévitablement, on passe des heures, des journées, des mois dans les archives, donc on s'y attache. Pour nous, ça a du sens. Mais pour le médecin qui produit ses dossiers au quotidien depuis 20 ans et qui doit diriger une institution qui manque de place, qui doit trouver de l'espace pour faire soigner des gens, pour leur offrir un meilleur encadrement, pour lui, ce n'est pas aussi important et c'est normal que ce ne soit pas leur première préoccupation. C'est tout à fait normal. C'est pas à eux de faire notre travail à notre place. Donc, on doit essayer de les sensibiliser. Et puis, il faut qu'il y ait des centres d'archives prêts à accueillir. Le docteur Prudhomme insiste lui aussi sur l'importance pour les historiens et les historiennes de sensibiliser les différents acteurs institutionnels en charge des archives. Pour que les institutions, particulièrement les institutions hospitalières, prennent au sérieux l'importance de préserver les archives, il faut que les institutions y voient leurs bénéfices, qu'ils voient la pertinence et l'importance que ça peut avoir pour enrichir et améliorer la qualité des soins aux patients. Et je pense que cet élément-là ne doit pas être oublié du côté des historiens qui sont beaucoup plus intéressés à rencontrer l'histoire, mais qui ne sont pas toujours conscients de l'importance de l'information qu'ils ont reconnue pour améliorer le système de santé. Il invite donc au dialogue entre les différents partis. Lorsqu'on écoute les historiens, évidemment, ils veulent conserver tout, au cas où. Hein? Et c'est une demande louangeable là, qui fait partie de leur domaine de recherche, qui est essentiel à leur domaine de recherche. Dans un contexte réaliste et financier, évidemment, les archives explorent d'autres modalités de conservation, la numérisation étant une. Mais il faut se poser la question, quoi numériser? Parce que ça prend une personne qui fait l'exercice et donc ça engendre des coûts. Et c'est là qu'à mon avis, il devrait y avoir une discussion beaucoup plus provinciale, nationale, régionale, à savoir ici à Montfort, où est notre recherche du côté des archives? Dans quel domaine, dans quelle discipline où elle pourrait le plus être, nous informer ou avoir une contribution plus significative sur l'histoire, sur la communauté francophone, sur les soins et peut-être
cibler, ils mettent beaucoup plus d'énergie et de financement à conserver ces informations-là et peut-être laisser aller d'autres secteurs qui sont beaucoup plus techniques, moins enrichissants sur le plan, avec un potentiel d'enrichissement de l'amélioration des services moins grand. C'est cette discussion-là qu'il faut avoir avec les archives. Je pense qu'il faut aller au-delà du discours. Toute pièce est importante. Je pense qu'il y a un exercice de... comment on dirait ça? Pas de perte, là, mais de résignation de la part des historiens à prendre des décisions à l'aveugle, malheureusement, parce que c'est certains qui vont perdre. On pourrait perdre, on ne le saura jamais, de l'information pertinente, mais c'est un moindre mal, à mon avis, pour qu'ils s'assurent d'avoir une richesse d'informations dans un domaine en particulier ou dans des domaines en particulier. L'historien Benoît Majerus milite également pour l'instauration d'une réflexion commune au sujet de l'avenir des archives psychiatriques. L'historien va toujours dire il faut tout garder et un archiviste va dire non, on va garder chaque 5e année ou on va garder tous les archives où les noms des patients commencent avec un A et bien sûr je serais hyper frustré parce que moi je voulais justement regarder le dossier de René R en 56 et ils ont juste gardé les A et B de 55. Voilà, c'est difficile. Je veux dire, en tant qu'historien, il faut tout garder. Et d'un autre côté, je sais aussi que c'est pas possible. Et donc, je crois que le but, c'est d'arriver à mettre ensemble sur une même table des archivistes, des gens, des institutions et des historiens, et qu'ils se bataillent pendant des heures. Et après, il y aura un compromis qui va en sortir. Mais je crois que dans un premier temps, il faut rentrer avec des demandes maximales et puis après, on voit ce qui en sort. L'une des voies explorées pour pérenniser l'accès aux archives et satisfaire les différents partis est la numérisation des fonds. Mon souhait à moi, ça serait, évidemment, je suis archiviste. Ce que j'aimerais, c'est qu'on conserve tout, premièrement, dans leur support original qui est le papier, mais pour assurer qu'il n'y aura pas de dommages dus à l'eau, le feu ou n'importe quoi, des insectes. Qu'on puisse les conserver pour toujours, qu'ils soient numérisés et qu'ils soient mis à disposition, après 100 ans, à tout le monde qui le veut. Pourtant, derrière son apparence de panacée, cette solution comporte aussi d'importants défis et enjeux. Il faut penser que le support papier, à part de feu et des godots, des choses comme ça, c'est assez stable. L'informatique, on n'a pas pensé trop à comment on va conserver ça. Ça va être comment dans 100 ans? Le papier, c'est un beau support. C'est le fun, hein? On est tous habitués avec des petits papiers. Mais si tu vas dans l'électronique, puis là, ça flanche, là, t'es réellement mal pris. Tout arrête. Même un VHS, un tape VHS, même si tu le convertis en DVD, après 10 ans, il faut que tu renumérises parce que ça se dégrade. Il n'y a pas rien de parfait, sauf le papier. Si ça ne brûle pas puis ça ne tombe pas dans l'eau. Une chose est sûre. Si l'on souhaite que ce patrimoine à part entière que sont les archives psychiatriques soit conservé, il importe que les historiens et les historiennes en fassent connaître le plein potentiel. Pour cela, il leur revient de valoriser ce matériel unique afin de convaincre les décideurs, mais aussi le grand public, de l'importance de leur conservation. Comment transmettre? Mais transmettre déjà aux étudiants en les amenant. Ça, c'est comme une chose. Moi, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai des étudiants, je peux les amener dans les archives, je peux les travailler là-dessus, et la plupart du temps, ça fonctionne. Ils sont aussi touchés. Et puis, oui, il faut écrire des livres, il faut écrire des articles, entre guillemets très scientifiques, et puis il faut écrire des articles entre guillemets moins scientifiques, et puis il faut parler de son sujet. Moi, j'ai fait un documentaire, puis il y a d'autres gens qui ont moi, j'ai pas la meilleure plume, mais il y a des gens qui ont des très belles plumes, comme Alain Fache, qui peuvent raconter aussi l'histoire d'un personnage. Et puis, moi, je vois aussi quand même les conférences. Il y a un véritable intérêt quand même aussi des institutions. Donc, sur la plupart des institutions où j'ai travaillé, j'étais invité pour faire des conférences. Il y a des expositions. Donc, je trouve que voilà. Et il faut amener d'autres historiens. Il faut aussi amener des historiens qui travaillent pas sur la psychiatrie dans les archives psychiatriques parce que c'est les meilleures archives.